Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au point de marché Wall Street Insider. Il est 15h30, exceptionnellement jusqu'à la fin du mois. D'ailleurs, notez que le point de marché Wall Street Insider aura lieu à 15h30 et non plus à 15h15. Par contre, on reprendra la programmation habituelle à partir du début du mois de décembre. Alors au programme cet après-midi, bien comme d'habitude, je vais vous l'annoncer maintenant, on passera en revue tous les indices actions américains, puisque c'est une session, le marché action américain ouvre en ce moment. On étudiera le cas du Nasdaq Composite, du Nasdaq 100, du Dow Jones industriel, du Dow Jones des transports, l'indice Russell 2000, l'indice S&P 500, pour constater un ensemble finalement extrêmement haussier. Et on essaiera de s'intéresser au niveau de support, susceptible de mettre en place des stratégies d'achat pour le moyen long terme. Et vous verrez que certains indices sont extrêmement puissants, notamment donc le Dow Jones des valeurs du transport. On parlera aussi assez largement des cours du pétrole. Je vous proposerai à nouveau un focus sur la tendance baissière du pétrole en 2008. Et nous verrons qu'il avait à l'époque fallu beaucoup de temps pour retourner cette tendance baissière. Rappelez-vous qu'une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. En clair, dès lors que le marché aura trouvé un seuil sur lequel se stabiliser, il risque d'y rester un certain temps, voire de tester le seuil plusieurs fois avant de passer d'une phase baissière à une phase haussière. Et pour le moment, les cours de l'énergie restent dans un marché baissier en l'absence de franchissement d'une résistance, ne serait-ce que sur l'horizon de temps journalier. Alors je reviendrai notamment sur la stratégie qui a été proposée ce matin, son manque pour l'instant de confirmation, l'expiration ce soir, je vous le rappelle, de notre contrat CFD WTI, bref, l'ensemble de ces éléments que vous devez connaître. Et enfin, deuxième partie de ce point de marché, tour d'horizon des graphiques en données 4 heures, une quinzaine de paires de devises, des stratégies de trading, des points, et notamment donc l'argent et l'or, notamment l'once d'or, sur lequel je vous ai proposé hier une stratégie, mais uniquement de court terme. Il ne faut donc pas s'emballer pour ce qui est du moyen terme. Voilà donc pour le plan de ce point de marché. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, sinon l'un d'entre vous me l'aurait indiqué. Alors commençons bien, nous allons commencer par les cours du pétrole. Alors j'ai pris le temps, avant de lancer le point de ce marché, de construire ce graphique en fait, qui superpose, qui juxtapose la situation des cours du pétrole entre 2008 et 2009 et la situation actuelle. Alors le point commun de l'année 2014 et de l'année 2008, c'est que ces deux marchés, ce marché, suivait une tendance baissière. Alors vous avez ici la tendance baissière actuelle qui a récemment atteint 72 $, ici sur les cours du pétrole brut US. Et vous avez ici la tendance baissière de l'année 2008 qui avait finalement réussi à trouver un creux à 35 $. J'attire votre attention sur le fait qu'une tendance baissière ne passe pas du jour au lendemain dans une tendance haussière. Et nous avions eu à l'époque un cas d'école de cette phase de transition, puisqu'il avait fallu au marché environ 3 mois pour construire un creux en testant 2 fois le niveau des 35 $. Avec ici une ligne de coût qui se situait aux environs des 55 $. En clair, le marché du pétrole avait pris 3 mois pour construire une fondation entre 35 et 55 $ avant ensuite de démarrer une phase ascendante. Alors tout ça pour vous dire que on peut commencer à s'intéresser à des zones d'achat potentielles forcément lorsqu'on arrive sur des niveaux importants, mais que la première condition, c'est bien sûr de s'y stabiliser, la seconde de franchir une résistance, sans oublier le fait que le marché peut revenir tester ce point de stabilisation. En tout cas, ça me paraissait ici important de vous rappeler donc la situation actuelle des cours du WTI, sur lequel nous allons revenir sur un graphique en temps réel, et puis bien sûr donc la situation passée donc à l'époque des cours du pétrole. Alors il y a un certain nombre de choses intéressantes d'ailleurs que vous devez faire lorsque vous étudiez les cours du pétrole. Moi je me suis intéressé en ce qui concerne simplement les actions françaises au secteur de l'énergie. Alors les actions sont mises dans deux paniers. Vous avez d'une part les compagnies pétrolières et puis vous avez les actions des entreprises appartenant au sous-secteur des services pétroliers. Ces actions qui appartiennent au sous-secteur des services pétroliers sont beaucoup plus sensibles à l'évolution du prix du pétrole qu'une compagnie pétrolière. Il suffit de regarder la tendance des titres CGG, Technip ou encore Morel et Prom pour constater que depuis le début de l'année, ces titres sont en forte baisse. Et puis il y a d'autres actifs, peut-être intramarché, notamment sur le marché des changes. C'est ce qu'on vous a montré notamment la semaine dernière à travers donc une corrélation positive assez nette entre par exemple la tendance du rouble et celle des cours du pétrole sur le compartiment des matières premières. Alors
en toute honnêteté, ce matin, je me suis appuyé sur ce qui est simplement pour le moment une contradiction négative potentielle. Et c'est vrai que j'avais tenté de rassembler des arguments graphiques, notamment donc cette contradiction négative potentielle sur la paire USD-RUB, mais qui reste parfaitement potentielle, en aucun cas active, et qui ne signifie pas que ce marché cassera des supports. En clair, cela n'est pas suffisant pour affirmer que le WTI cassera des résistances. Cependant, il me paraît intéressant, à partir des niveaux de prix actuels, de commencer à se poser la question, tout en gardant à l'esprit que stabiliser une tendance baissière prend du temps, et vous avez aussi l'exemple sur l'euro-dollar. L'euro-dollar a connu plusieurs tendances baissières entre 2008 et 2014, et à chaque fois il a fallu un certain temps pour construire un creux. Et donc c'est toujours le même principe. Et la première condition, c'est de trouver un niveau sur lequel se stabiliser. Et pour le moment, eh bien, nous n'avons pas de preuves techniques, ni fondamentales d'ailleurs, suffisantes pour affirmer que ce niveau des 72 $ sera le bon niveau. Alors qu'est-ce qui permettra par contre de commencer à l'affirmer? Eh bien pour cela, il faudrait franchir une résistance sur la base d'une clôture journalière, et il y en a deux importantes sur le WTI, 77,26 $ ou encore 80 $, mais des niveaux finalement qui couvrent parfaitement les cours et qui pour le moment créent plutôt un processus de rejet baissier. En ce qui concerne les niveaux de support, alors 75 en était un, mais tout comme 80, tout comme 72, mais finalement les graphiques de long terme nous montrent plutôt que la grosse zone vraiment solide serait aux alentours des 66 $. Sans oublier qu'à l'époque, le creux majeur s'était construit entre 35 et 55 $. Alors certes, il est intéressant de commencer à s'intéresser à des zones d'achat potentielles, mais il faut rester nuancé, avoir un bon timing, et pour l'instant ce que je constate, eh bien, c'est que ces cours du pétrole restent dans une phase baissière, qu'il s'agisse d'ailleurs des cours du WTI ou du Brent. Par contre, eh bien, franchissant une résistance sur la base d'une clôture D1, eh bien là on s'approcherait pour l'instant d'un creux, mais pour le moment regardez les cours du Brent ici qui rejettent sous les 80 $, donc il ne faut pas s'emballer et donc bien se rappeler à l'époque ce qu'il s'était passé. Alors, en ce qui concerne maintenant les graphiques en cours de clôture journalière, je vais vous proposer un tour d'horizon complet des marchés actions américains, des indices, et vous allez constater que ces marchés restent parfaitement haussiers et pour le moment tiennent des supports intermédiaires et sont, a priori, semble-t-il, déjà en mesure de faire de nouveaux sommets. Le marché actions américain est actuellement soutenu par un certain nombre d'opérations capitalistiques qui concernent plusieurs secteurs. Le secteur d'ailleurs des services pétroliers. Alors ça c'est important puisque nous sommes justement sur des niveaux de cours où ces actions ont perdu beaucoup de valeur, en grande partie à cause de la baisse du prix du pétrole, et forcément pour les entreprises les plus dotées en capitaux propres, eh bien elles arrivent à trouver des proies. Donc ça aussi, le fait que débutent des opérations capitalistiques sur ce secteur des services pétroliers, c'est aussi peut-être un des indicateurs qui permet de commencer à se poser la question de l'approche d'un point bas. Mais est-ce que ce point bas sera 70, 66, 72? Je n'en ai absolument pas la moindre idée tant que je n'aurais pas vu ce marché au moins franchir une résistance ou tenter de construire un creux. Alors, beaucoup d'analystes mettent en avant une résistance sur le SP500 qui attrape tous les sommets. Mais dites-vous bien que le Dow Jones l'a déjà franchi à la hausse, des valeurs industrielles, mais le Dow Jones des transports, lui, l'a déjà largement cassé à la hausse. Je vous rappelle, vous aviez aussi la même sur le Nikkei et on l'a cassé à la hausse. Alors, en utilisant donc un site partenaire, je vais vous montrer les graphiques de deux marchés actions américains qui m'intéressent. Vous avez sous les yeux l'indice Dow Jones des valeurs des transports. Cet indice a été créé au même moment, d'ailleurs à la fin du 19e siècle, avec donc l'indice des valeurs industrielles. Cet indice est tout à fait haussier, puissamment haussier d'ailleurs, et vous constatez le même type de figure d'élargissement. Vous constatez surtout que les cours ont certes rejeté une première fois, mais n'ont eu par la suite aucune difficulté à en sortir par le haut. En clair, dans l'éventualité d'un mouvement de retour de cet indice sur les 8900 points, j'imagine que le marché passera à nouveau à l'achat. Autre indice qui m'intéresse, il s'agit de l'indice Nasdaq Composite. L'indice Nasdaq Composite va rejoindre ces sommets historiques qui ont été ici inscrits en l'an 2000. Alors là, il y a un niveau intéressant qui se trouve aux alentours des 4747 points, mais qui n'est pas atteint, et je pense que le marché va aller les chercher. Il s'agit des sommets en cours de clôture. Mais dès lors que l'on passe en chandelier japonais, on sait que cette représentation graphique permet d'attraper ce qu'on appelle la volatilité haute et la volatilité basse. En clair, le cours le plus haut
ou le cours le plus bas, et vous constatez que ces indices étaient allés chercher nettement plus haut. Et de toute façon, gardez enfin à l'esprit que les sommets historiques n'ont jamais empêché des marchés actions de monter plus haut. En clair, nous avons un ensemble qui reste haussier. Alors, ça il s'agit du moyen long terme. Ensuite, le très court terme, on ne le maîtrise pas. Qui maîtrise réellement le très court terme? Cependant, il faut s'intéresser, je pense, au niveau de support. Les niveaux de support, vous en avez sur ces deux indices, Dow Jones des valeurs des transports ou Nasdaq Composite, mais je dois admettre qu'ils ne sont pas négociables chez votre broker. Alors, en ce qui concerne les indices négociables, eh bien vous avez l'indice S&P 500 qui lui a formé un support intermédiaire à 2030 points et qui semble pour le moment réussir à prendre appui sur 2030 points. Alors forcément, tant que ce marché du SP500 restait couvert ici par cette oblique de résistance, eh bien nous pouvions envisager un mouvement de retour en direction des 2015 points, qui constitue le précédent sommet en cours de clôture. Sauf que finalement, les marchés actions américains, c'est un peu comme les paires en yens. Très rarement, ces marchés offrent de beaux pullbacks. Sauf que finalement, c'est faux. Car vous aviez ici, le 4 novembre, un pullback parfait pour intervenir à l'achat sur l'indice Dow Jones. Il s'agissait d'un pullback sur les précédents sommets historiques. Ensuite, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, cette fois-ci, avait franchi à la hausse cette oblique de résistance avant de se poser dessus. Elle agit comme support. Et donc sur l'indice S&P 500, voilà quel est mon raisonnement. Tôt ou tard, cette résistance ici sera franchie à la hausse et le marché effectuera à nouveau un pullback dessus, offrant à ce moment-là un timing pour une opportunité d'achat. En clair, ces marchés actions US, sur le moyen long terme, ils sont parfaitement haussiers, sur le très court terme aussi, même si j'admets que vous n'avez à l'heure actuelle aucun timing pour initier une position à l'achat. La situation était différente lorsque le SP500 testait, ici à 3 reprises, le support à 2030 points. Voilà donc pour ces deux indices-là. Maintenant, évoquons le cas de l'indice Nasdaq 100. Lui aussi, l'indice Nasdaq 100, il ne faut pas croire que c'est un indice qu'on ne peut pas acheter. Au contraire. Le 31 octobre, il casse ses sommets annuels. Le 4 novembre, il effectue un pullback. On casse une résistance, on revient dessus. On part du principe que la résistance étant cassée, surtout sur ces marchés fortement haussiers, le statut change, la résistance adopte un statut de support, ce que le marché a tout de suite confirmé, et depuis, la phase haussière a redémarré. Donc en l'état actuel des choses, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la tendance haussière est active sur tous les horizons de temps. J'admets par contre que sur le très court terme, forcément, nous sommes assez éloignés de ce qui pourrait être considéré comme les premiers niveaux de support intermédiaires. Donc il n'y a actuellement pas de timing, sauf à être déjà dans la phase haussière, et donc à suivre le mouvement, en accompagnant à l'aide par exemple d'un stop suiver ou en prenant des bénéfices lorsque vous atteignez des objectifs de cours. Alors d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut déterminer des objectifs de cours dans le cas de trade à l'achat? Écoutez, ce n'est pas bien compliqué, vous avez un outil pour ça, il s'agit du ratio d'extension. Alors on projette dans le futur des amplitudes passées de prix. Alors il y a une façon de faire qui me semble assez efficace sur l'indice S&P 500, c'est de revenir ici à cette structure de creux en V-bottom. Vous allez donc ici attraper l'amplitude totale de ce creux en V, et que vous reportez depuis le point de cassure, qui vous permettait d'avoir justement en cible théorique ces 2031 points, qui ont ensuite agi en tant que niveau de support. Alors si le marché devait continuer, et somme toute c'est ce qu'il fera à moyen terme, sans aucun doute, où peut-il aller? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici, alors vous voyez que vous pouvez ajouter des ratios d'extension. Alors on va en ajouter un certain nombre, ce qui va nous donner tout de suite des cibles immédiates sur ce marché. Et voilà donc quelles pourraient être les prochaines cibles. Alors la toute première, la plus immédiate, c'est 2050 points, 2052, qui correspond donc à cette résistance qui attrape tous les sommets. Alors, nous verrons ensuite ce qu'elle provoque, peut-être un rejet au premier test. Lorsqu'elle sera franchie, la prochaine sera 2060, 2085 et 2096. Alors là, on se projette réellement sur des objectifs de moyen terme. Nul ne maîtrise le rythme de marché, nul ne maîtrise, je dirais, le timing de l'atteinte d'un objectif de cours. La seule chose que je peux vous dire, c'est que au-dessus de 2030 points à court terme, ça reste bullish. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. On peut parfaitement retomber sur 2030 et les briser. Et là, par contre, je pense qu'un test de ces 2014, pullback sur le précédent sommet en cours de clôture, pourrait être opportun ici pour continuer donc d'accompagner cette dynamique haussière.
Alors ça, c'était le message que je pouvais vous livrer sur les marchés actions américains. Maintenant, en ce qui concerne les marchés actions européens, je vais revenir sur une citation que j'avais incluse ce matin dans mon analyse CAC 40. Cette citation, donc je me suis cité moi-même en fait, un marché qui ne baisse pas suite à de mauvaises nouvelles, la récession économique au Japon, eh bien c'est qu'il n'a pas envie de baisser. En clair, vous aviez dès hier matin pu constater la résilience des actions européennes, j'irais même jusqu'à dire la totale étanchéité des actions européennes aux mauvaises nouvelles en provenance du Japon. En clair, nul n'avait envie de vendre hier les actions européennes, d'autant plus que sur le plan technique, elles étaient dans la partie basse d'un range, j'appelle ça le range du mois de novembre 2014. L'avantage était que ce range était soutenu à nouveau, comme c'est le cas d'ailleurs depuis jeudi dernier, par un indicateur de tendance, qui s'avère être la moyenne mobile à 20 jours. Dès lors que l'achat du bas du range était effectué, l'objectif de cours se trouve dans la partie haute du range. En clair, vous y êtes. Donc vous devez prendre des bénéfices. Quant à adopter une stratégie de vente, eh bien, ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire. Alors, somme toute, on peut parfaitement rester dans le range et peut-être retomber dans la partie basse. D'autant plus que le marché sur le CAC 40 ici teste une moyenne mobile importante, la moyenne mobile à 60 jours, que notre analyste Romain Cap a bien mise en évidence. Donc, somme toute, au premier test, elle peut provoquer un rejet. Mais cependant, eh bien, je ne m'y risquerai pas, et j'ai plutôt l'impression que le risque est à la hausse. En clair, dans le sens de la tendance en place depuis le 16 octobre, ici, sur ces marchés actions européens. Et enfin, quelque chose a fini de me convaincre, il s'agit de la dynamique des indices du sud de l'Europe, MIB et IBEX, avec notamment la semaine dernière un faux signal de baisse sur l'indice MIB. En clair, personne, au sein de la gestion professionnelle, n'a envie d'adopter des stratégies de vente de moyen long terme sur ces marchés actions. Et c'est la même chose pour les marchés actions européens. Donc au fond, il n'y a aucune argumentation pour le moment, pour croire que ces marchés vont à nouveau subir un choc baissier. Et là, clairement, je ne pense pas que cela puisse intervenir à nouveau avant la fin de l'année. Surtout que je vous rappelle enfin que la période qui s'étend du début du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de janvier est sur le plan statistique des périodes hautement favorables à l'appréciation du prix des actions. Voilà donc pour mon tour d'horizon des marchés actions sur cet horizon de temps. Maintenant, nous allons basculer sur un horizon de temps plus court et nous allons balayer l'or, l'argent, une quinzaine de paires de devises sur des graphiques intraday, notamment les bougies en données 4 heures. Et là, je vais à nouveau vous livrer des points d'intervention, des niveaux chartistes, sur lesquels je vous invite à appliquer ce que j'appelle la stratégie du point, c'est-à-dire repérer à un stade précoce des niveaux de prix, des gros niveaux, susceptibles d'attirer soit des acheteurs, soit des vendeurs, et surtout de fonctionner au premier test. Et avant tout, laissez-moi revenir sur ce que j'ai proposé hier sur les cours de l'or. Alors, première chose, je tiens à rappeler que cette stratégie sur l'once d'or ne concerne que le très court terme, à savoir quelques séances, et qu'il faut rapidement encaisser, ou accompagner avec des stops. Ce qui m'intéressait, c'est quoi? C'était le support à 1182. Ce support a fonctionné d'ailleurs, et un objectif a été atteint à 1204. Cependant, attention, nous rentrons dans une zone de résistance d'ailleurs. 1204, 1220, bref. Il y avait un trade à faire, une trentaine de dollars, et je pense désormais qu'il est impératif que ce marché tienne 1190 dollars. Sinon, le trade est terminé. En clair, si vous êtes passé à l'achat hier, au moment de l'analyse, je vous invite dès aujourd'hui à prendre une partie importante de vos profits, voire à tout couper, ou pour ceux qui y croient, remonter les stops en dessous de 1190 dollars qui doit désormais prouver son rôle de support, ce qui n'est pas acquis. Toujours sur ces graphiques en données 4 heures, hier la stratégie était donc d'initier une stratégie positive en cas de test du support à 16 dollars. Alors ce support a été testé puisque le marché a fait un plus bas à 15,98. Admettons la première chose, aujourd'hui les cours de l'argent métal n'inscrivent pas de nouveaux sommets, puisque les cours n'ont pas franchi ici les 16,45. Je pense que ce marché construit probablement un flat, un marché latéral de court terme entre 16 et 16,45. Alors, c'est une bonne chose dans le sens où cela vient finalement consolider, dans le sens apporter de la force à cette jambe de hausse ici, mais somme toute, nous sommes actuellement au milieu de nulle part, mais au fond, pouvons dire que
ce niveau qui se trouve à 16,15 correspond plus ou moins aux 1190 de l'or. Donc ce sont des niveaux en dessous duquel eh bien, il ne faut pas repasser, sinon le trade de court terme sera révolu. Alors, justement, puisque je suis sur ces graphiques en données 4 heures et que je vous ai expliqué qu'il faut du temps pour retourner une tendance baissière, et notamment sur les cours du pétrole, eh bien, nous n'avons actuellement aujourd'hui pas de confirmation, à savoir que la première résistance entraîne à nouveau un rejet des cours. Alors, vous avez donc l'argumentation que je vous ai proposée en début de webinaire en ce qui concerne le moyen long terme de ces cours du pétrole. Et maintenant, tour d'horizon des paires de devises en données 4 heures avec une stratégie, alors là, qui va devenir intéressante, et je vais appliquer là aussi la stratégie du point. Le point, quel est-il? La paire de devises, quelle est-elle? La paire de devises, c'est l'AUD NZD. Le point, quel est-il? 1,0917. 1,0917 m'intéresse parce que c'est tout d'abord la partie basse d'un range en place depuis de nombreux mois et qui se déploie entre 1,09 et 1,13. Peut shorter la partie haute d'un range, il est toujours plus intéressant de chercher des achats lorsque le marché revient dans la partie basse. Le niveau intéressant, c'est 1,0917. Un niveau qui a été testé avec succès ici donc en août 2014, testé avec succès ici en septembre 2014, et le marché aujourd'hui s'en est approché, mais il ne l'a pas encore testé. Alors, c'est un point qui est en surveillance. Nous avons là une première jambe de reprise en intraday d'une quarantaine de pips, mais honnêtement, rien ne garantit que nous ayons à court terme établi un creux. Mais somme toute, on voit déjà que des acheteurs apparaissent. Alors nous verrons, et j'espère avoir une touchette sur ce point ici des 1,0917. Maintenant, je vais simplement je vais passer en revue tous mes graphiques intraday pour les étudier. Alors la UD-USD, je suis satisfait et en même temps un peu déçu. Satisfait pourquoi? Parce que 0,8640 confirme son rôle de support, notamment vendredi dernier. Satisfait pourquoi? Parce qu'il existe un canal haussier en données 4 heures. Déçu pourquoi? Parce que ce matin, le marché a créé ici une mèche basse qui a pu sortir des acheteurs de bas de canal. C'est toujours compliqué et c'est là où on comprend la différence finalement énorme entre la simple analyse de marché et la lecture graphique et la réalité de mise en place d'une stratégie sur un compte de trading réel. En clair, on pouvait intervenir dans la partie basse d'un canal et ensuite le positionnement du stop de protection, bien sur le plan graphique, il pouvait se situer sous 0,8690, mais à ce moment-là, on constate que le marché est allé chercher le stop. C'est un stop aussi qui pouvait être financier, dans ces cas-là, laisser davantage de place à la construction de ce canal haussier, sachant qu'en cours de clôture, il reste pour le moment préservé. Alors, pas de signal de vente pour le moment, ça semble vouloir relancer, tant que ce marché tient le canal, et finalement, sur un horizon de temps supérieur, tant qu'il tient 0,8640, j'ai encore un point de vue qui fait que ce marché peut revenir tester à nouveau les 0,88. Et bon, je suis un peu déçu, mais cela peut pour l'instant, on tient le canal, tout simplement. Alors, je les prends dans l'ordre, en fait, comme elles apparaissent ici. Je vous rappelle que dans cet onglet déroulant, les actifs apparaissent dans l'ordre alphabétique. Donc ça, c'est aussi un des points forts, à la différence de l'utilisation de cet onglet déroulant. Donc n'hésitez pas à ajouter plusieurs actifs au sein d'une même fenêtre, et vous allez avoir cet onglet déroulant secondaire qui classe les actifs automatiquement dans l'ordre alphabétique. Alors forcément, on y voit plus clair. Alors maintenant, je m'intéresse, mais là je vous invite là aussi à noter le point, ce sera pour plus tard, au CAD CHF. Le CAD CHF m'intéresse parce que je pense qu'il construit une phase latérale avant un jour de proposer une cassure haussière. Vous êtes ici face à un graphique en données 4 heures. Cependant, il faut d'ores et déjà commencer à s'y intéresser. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent sur le CAD CHF, une ligne de tendance et surtout une moyenne mobile. Alors la ligne de tendance, la voici, cette ligne de tendance haussière, et la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. En clair, nous avons ici une oblique qui est plutôt intermédiaire. Je m'intéresserai à un test de cette MM30, alors qui viendrait là forcément d'une faiblesse du dollar canadien, pour initier à ce moment-là une stratégie plutôt d'achat. Donc voilà une zone, une oblique de tendance ici en données 4 heures,
une moyenne mobile à 30 semaines, et je vous rappelle que sur un horizon de temps 4 heures, vous avez la possibilité en utilisant l'onglet Data Source d'ajouter une moyenne mobile à 30 semaines sur un graphique en données 4 heures. Vous voyez, ici il s'agit de la moyenne mobile à 30 semaines. W1 comme weekly. Donc voilà un certain nombre de choses qui me semblent intéressantes ici sur cette paire de devises 4CHF. Alors je continue le tour d'horizon avant de répondre à vos questions. Et nous assistons d'ailleurs en temps réel à justement une cassure haussière en cours sur l'indice S&P 500. Donc cela rappelle à quel point cet indice ne fait que s'aligner sur des signaux techniques positifs que d'autres marchés ont déjà donnés, notamment le dos des valeurs industrielles ou le dos des transports. Mais c'est juste aussi un conseil, n'adoptez pas de stratégie de vente sur les marchés actions américains. Ça n'a aucune utilité et honnêtement une chance de succès extrêmement faible. Alors maintenant étudions les indices du sud de l'Europe. Je pense que l'indice MIB est un indice attractif sur le plan de l'analyse technique. Pourquoi? Parce que lui aussi, l'IBEX construit un range entre le support à 10 000 points et la résistance à 10 500 points. Alors ce range était parfait d'ailleurs. Nous arrivons dans la partie haute du range, certes. Cependant, je n'adopterai pas de stratégie de vente, envisageant plutôt la possibilité que le marché réussisse enfin à s'en extraire par le haut. Bon, je vous le montre comme ça, mais ayez-le en tête du point de vue de sa construction graphique intraday qui est assez limpide. Alors en termes de rythme de marché, si jamais ça casse à la hausse, cette zone-là deviendra support. Donc on peut la casser et revenir un jour s'appuyer dessus. À ce moment-là, vous aurez un beau support pour acheter. Si on reste dans le range, continuez de se positionner dans la partie basse. Alors maintenant, l'euro AUD et l'euro CAD, il n'y a pas réellement à court terme de timing d'intervention, si ce n'est que l'euro AUD, j'avais appliqué la stratégie du point en utilisant les 1,4218. Ça a généré une reprise. Bon, au niveau actuel des cours, je suis relativement incapable de vous dire ce que ce marché peut faire. En tout cas là, sur le court terme, il ne m'intéresse plus. L'euro CAD, c'est pourquoi s'intéresser à l'euro CAD? Parce que d'une certaine façon, il faut l'étudier en ayant toujours en tête aussi le CAD CHF. Alors, le CAD CHF, je vais chercher plutôt des opportunités d'achat sur support. Alors, ce qui fait qu'au fond, je dois m'intéresser au niveau de résistance sur l'euro CAD. Et donc, elles sont probablement plus hauts, comme les bons niveaux de support se trouvent probablement plus bas sur le CAD CHF. Bon, cependant, je n'ai ici qu'un suivi du CAD CHF en données 4 heures. Mais vous avez aussi cette oblique de soutien. Alors il peut être aussi intéressant, étant donné qu'on a étudié la moyenne mobile à 30 semaines sur le CAD CHF, d'étudier la moyenne mobile à 30 semaines sur l'euro CAD. On va voir ce que cela donne. Car elle pourrait constituer un bon niveau de résistance à terme. Alors je vais aller la chercher. On va dans l'onglet Data Source et vous sélectionnez Weekly. La voici. Alors, clairement, si un jour l'EuroCAD retourne tester les 1,4470, c'est juste vente, quoi. Après, ça peut paraître un peu profond. Alors forcément, d'ici là, c'est plutôt bien orienté, quoi. Mais là aussi, le point se situe à 1,40, d'accord. Donc là, je pense que même si l'action des prix est plutôt pas mal à court terme, on peut probablement aller chercher des niveaux de résistance et probablement revenir tester ici les 1,4220. Donc là, on a clairement une action des prix, c'est l'analyse technique basique, hein. On redémarre de cette zone de support, on va chercher l'oblique, probablement un 42,20 à l'image de davantage de baisse sur la paire de devises CAD CHF. Toutes les questions d'horizon de temps, on peut avoir envie de l'acheter à moyen terme, mais sur le court terme, n'avoir absolument aucun timing. D'accord ? L'euro CHF, je ne vais pas vous refaire l'histoire, ça ne sert à rien, nous n'avons pas encore testé le seuil. D'autre part, lorsque le seuil sera testé, il y aura probablement une mèche basse et ensuite probablement une phase de stabilité très longue. D'accord ? Donc ce n'est pas le trade du siècle, quoi. L'euro GBP, j'ai par rapport à l'euro GBP une forme de frustration car elle est difficile à attraper.
je m'intéresse à un seul point d'intervention qui est représenté par les 0,7920. En clair, vous êtes actuellement sous résistance, donc il ne faut pas acheter, il n'y a aucun timing et c'est hors de question. Cependant, je m'y intéresse sur repli, et notamment à cette zone des 0,7920. Alors cette zone peut sembler ne rien représenter, mais lorsque vous étudiez un graphique en cours de clôture hebdomadaire, eh bien vous allez constater qu'il s'agit de la ligne de coup d'une structure en double bottom sur les 0,7750. Alors, ce graphique de long terme de l'euro GBP, je vous l'ai suggéré, proposé dans la section euro GBP d'ailleurs de notre forum. Il s'agit donc d'un graphique weekly qui fait que je m'intéresse justement aux 0,7920. Alors je vais aller vous le montrer, ce niveau des 0,7920, avant ensuite d'étudier les cas de l'euro-dollar et du SDCHF et de d'autres marchés. Je répondrai ensuite à vos questions dans quelques minutes. Tant que ça charge. Alors finalement, certes, hier, l'euro GBP était revenu sur 0,7950. C'était un premier niveau, mais simplement intermédiaire. Je ne suis pas certain que cela permette d'enregistrer d'ores et déjà une cassure. Mais en tout cas, c'est bullish. Alors à nouveau sur l'euro-dollar, ces situations de contradiction positive, bon, en données hebdomadaires que je vous ai déjà montré. Non. Voilà ce qui m'intéresse sur l'euro GBP. C'est juste, regardez ce graphique. C'est quand on voit ça, on se dit c'est quand même intéressant. C'est cet énorme niveau horizontal. Et si je zoome, regardez. Clairement, on voit que le marché a construit un creux. C'est finalement le même raisonnement que j'essayais de vous expliquer sur les cours du pétrole. Vous avez une tendance baissière. Le marché a besoin de plusieurs mois pour construire une fondation. C'est juste que vous puissiez réaliser à quel point il faudra du temps au WTI pour réengager une phase ascendante. Je vais passer ici en cours de clôture et vous constatez voilà, que les 0,7925 correspondent au double bottom, ici d'ailleurs avec un double bottom avec un deuxième creux légèrement ascendant, c'est hyper bullish à terme. Nous avons exactement ce type de configuration que le marché vous avait proposé à l'été 2012. D'accord? Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait moi? On va repasser, voilà. Donc voilà, pourquoi 0,7925 m'intéresse, et on peut parfaitement y revenir, il n'y a aucun souci. On peut revenir travailler ce grand corps weekly, grand chandelier weekly de la semaine dernière. Bon, en termes de stratégie et d'identification de points à un stade précoce, eh bien, vous devez avoir en tête ces 0,7925. Alors quels sont les objectifs de course? Les indices européens réalisent des cassures haussières des ranges, c'est tout simple, ils sont assez aisés à déterminer. Vous avez notamment les 4350 points du CAC 40, les 3160 points de l'Eurostoxx 50, ou encore un DAX en mesure d'aller chercher les 9550. Alors je vais repasser sur les graphiques intraday. Honnêtement, après cela reste mon point de vue, je vous invite à vous intéresser au niveau de support uniquement sur les marchés actions. Alors, j'en étais où dans ce tour d'horizon? Bon, il y en a un certain nombre qui m'intéressent. Je me posais ce matin la question de l'euro NZD, du GBP NZD, étant donné que ces deux paires de devises testent des lignes de tendance haussière en place depuis l'été 2014. Il y a une réaction intéressante de l'euro NZD ainsi qu'une divergence haussière ici en données 4 heures. Attention, il ne s'agit que d'un simple rebond technique permettant d'envisager une hausse en direction des 1,5850. Cependant, nous avons aujourd'hui un signal d'achat intraday sur cette paire de devises. Et donc je pense que nous irons chercher 1,5850. La div elle est là, la ligne de tendance, vous la trouvez ici. Alors, je vais justement maintenant vous parler du GBP. Vous devez vous convaincre qu'il ne faut pas chercher d'achat sur la livre sterling. Il faut s'intéresser au niveau de résistance. Vous devez aussi vous persuader du fait qu'on peut avoir une stratégie d'achat sur l'euro-dollar, mais vouloir continuer de vendre sous résistance le GBP USD. Tout simplement parce que lui, l'euro GBP, serait capable d'aller plus haut à moyen terme. Le GBP USD,
je ne m'intéresse qu'aux résistances. La première d'entre elles se situe à 1,5750. Le marché d'ailleurs l'a déjà testé. Si le GBP/USD casse son précédent point bas ici à 1,5592, le véritable support daily ensuite vraiment puissant se trouve à 1,5430. À moyen long terme, je vise 1,5250. En clair, je ne cherche que des ventes sur le GBP/USD. Alors l'euro-yen, alors les paires en yen, je suis méfiant. Pourquoi? Parce que nous avons la nuit prochaine une nouvelle décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Nous savons que le gouvernement japonais va modifier quelque peu les perspectives de sa politique budgétaire. Ça c'est important, quand on étudie le Japon, il faut s'intéresser certes aux perspectives de la politique monétaire, mais aussi aux perspectives de la politique budgétaire, avec notamment un report de la seconde hausse de la taxe sur les ventes, la fameuse TVA. Cela peut amener la Banque centrale du Japon à finalement avoir la nuit prochaine un communiqué plus ou moins neutre. Au-delà de ça, on s'en fiche. Il faut chercher à acheter les paires en yens sur support. Nous avions ici un bas de canal sur l'euro-yen qui a bien réagi. Bon, le support daily, bon voilà, le canal a bien réagi une première fois. Je me méfie d'une potentielle situation de div ici à court terme. À court terme, voilà. Là, elle ne m'intéresse plus. Nous avons ce soir une décision de politique monétaire. Le GBP yen, je m'en méfie toujours autant. Avec finalement toujours la même chose. Cette structure potentielle en ETE, épaule tête épaule, et donc à terme un risque de cassure de cette zone. Bon, pour l'instant ce n'est qu'un range au-dessus des 180,70. Mais je ne m'y intéresse pas. L'euro-yen, le bas de canal, c'était hier, maintenant, eh bien c'est plus de bas de canal, c'est au milieu de nulle part. L'USD-yen est dans la partie haute d'un canal, donc là aussi il n'y a strictement et rigoureusement aucun timing. Bon voilà, retenez simplement que ce soir nous avons, donc, enfin la nuit prochaine, cet élément ici important sur l'USD-Yen. Alors je pense que j'approche de la fin d'ailleurs de ce tour d'horizon, des paires de devises. J'ai évoqué un certain nombre de paires. Enfin nous avons l'USD-CAD. L'USD-CAD m'intéresse beaucoup parce que ce marché tient un support hebdomadaire à 1,1253. Belle prise d'appui ici sur 1,1253. Bon. Cependant, on est encore dans la compression sur le momentum et sur les prix. J'ai hésité ce matin, j'ai tweeté l'importance de ce niveau de support à 1,1250. J'ai envie de dire qu'on est déjà à l'objectif de cours. D'accord, 1,1327. Donc maintenant on est plutôt sous résistance. J'espère un jour pouvoir attraper ce qui pourrait être un bon point d'entrée. Mais pour le moment dans une compression, et donc voilà, là il n'y en a plus réellement de timing approprié. Ah voilà donc pour tous les actifs que je souhaitais aborder. Maintenant je vais répondre à vos questions. Alors le S&P 500 donné 4 heures, eh bien je l'ai commenté, ainsi que les indices. Alors Jean-Luc, vous faites référence donc à l'analyse de Nicolas sur le platine que vous avez trouvé intéressante. Donc en effet, vous pouvez la lire, elle est probablement intéressante et il y a aussi probablement une façon de se positionner. Donc ça fait plaisir que vous l'ayez lu. Et enfin visiteur, donc l'USD-Yen, eh bien c'est un marché que je viens d'évoquer. Ok, donc je pense avoir fait le tour de vos questions. Le point de marché a été enregistré, il sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Et vous avez rendez-vous donc tout à l'heure ici même à 18 h avec un webinaire pédagogique cette fois-ci. Merci à tous et à demain donc 15h30 qui sera l'heure donc de ces émissions jusqu'à la fin du mois de novembre. Merci à tous.